C'est gentil, merci. Alors donc, en effet, je vais parler de ces 3 bâtiments-là. Je vais commencer par le bâtiment du rectorat de la VUB. Donc, c'est un bâtiment assez emblématique de Renate Brahm. Donc, il s'agit d'une ellipse de 76 mètres de long et 16 mètres de large. Donc, la période de construction, elle date elle s'étend de 1971 à 1978. Le chantier ayant été, on va dire, entaché de pas mal de problèmes d'argent. Ça a duré un peu plus longtemps. Voilà, l'état. On va surtout parler, on va principalement parler de l'auvent en béton qui se trouve à l'entrée du bâtiment. Bien qu'on ait eu d'autres missions sur le bâtiment. Et donc, pour la restauration de cet auvent, l'entrepreneur était Renotec. Donc là, vous avez l'état avant, puis vous verrez l'état après. Au niveau des études préliminaires, on a d'abord essayé d'identifier le mode constructif. Donc, en soi, c'est pas extrêmement compliqué. On s'appuie sur la façade et sur des colonnes. Et puis, on a 4 poutres, on va dire, principales qu'on voit ici au niveau de l'élévation. Donc, les poutres, elles sont en béton lavé, on va dire, avec des granulats. Et entre ces poutres, on a des voiles qui, en partie haute, ne font plus qu'une épaisseur de 4 cm, si mon souvenir est bon. Et alors, on va le voir dans les photos après, mais en fait, au niveau de l'auvent, il y avait des décorations en sorte de bas-relief qui en fait étaient réalisées en intégrant dans le coffrage des formes en triplex, en multiplex. Et donc, on va tout de suite se dire que ça peut avoir un problème au niveau de l'enrobage des armatures. Au niveau des études préliminaires, on a d'abord fait l'inventaire des dégradations. Il n'y avait pas de problème de stabilité en soi de l'auvent. Par contre, on avait des éclatements de béton, des épaufrures, des armatures corrodées visibles. Aussi bien sur la face inférieure de l'auvent que sur les faces latérales et un petit peu sur les colonnes dans une moindre mesure. Et beaucoup de mousse ici en partie supérieure de l'auvent. On a fait faire des analyses de béton par le CSTC. Bon, évidemment, donc là, ici, on voit par exemple les décorations. On a essayé de faire en sorte que les études préliminaires et les sondages soient les moins invasifs possibles. Donc, on a fait par le dessous de l'auvent des sondages au pacomètre. Donc, ça, c'est un détecteur de métal, on va dire, qui permet, moyennant un petit peu de calibrage sur les armatures qui sont visibles, de déterminer l'espacement des armatures, leur diamètre, leur enrobage. Et donc là, on a remarqué qu'au niveau des décorations, on avait finalement encore un peu moins d'enrobage, mais étonnamment, pas trop de dégradation au niveau de ces décorations. On a fait des tests de dureté de surface en partie inférieure juste pour voir si on avait une uniformité. Et on va le voir ici. Finalement, les sondages plus destructifs ont été faits par le dessus de l'auvent pour ne pas créer de problème. Donc là, on a fait des analyses microstructurales, analyse de la composition des bétons, résistance à la compression, masse volumique, tout ce dont on avait besoin juste pour déterminer qu'en soi, on n'avait pas de problème structurel ou de réaction alcali-silice ou autre dans les bétons qui pouvaient être problématiques. On a déterminé en fait à la suite de ces sondages que les problèmes des bétons étaient principalement de la carbonatation et un enrobage un peu insuffisant des armatures. Donc au niveau de la philosophie de restauration, on a 2 types de bétons différents, les bétons lavés avec granulats et les bétons lisses des parties voiles. Les bétons à la base étaient peints en blanc, je mets blanc entre guillemets parce qu'il y a blanc et blanc, donc en tout cas on a dû par la suite déterminer la couleur exacte dans laquelle l'auvent allait être repeint.
Et donc, on avait prévu de renouveler la peinture, mais de la traiter en mode plutôt coating anticarbonatation pour augmenter la durabilité. Mais ça permet d'avoir un aspect uniforme par la suite. Et donc, le choix au niveau des études, je dis bien au niveau des études, avait été se porter sur la réalcalinisation des bétons. La réalcalinisation, l'objectif, c'est de réaugmenter le pH du béton qui est carbonaté pour recréer une couche passivante autour des armatures. La manière dont on procède, c'est de mettre un treillis en surface qui est imprégné d'un électrolyte alcalin qui joue le rôle d'anode externe. Et les armatures du béton constituent la cathode. On impose un courant entre l'anode et la cathode. Et donc, ça permet de faire recirculer des ions OH- de l'anode vers la cathode et donc de restituer ce milieu protecteur du béton. La durée, elle est variable dans le sens où, en fait, on applique ce courant jusqu'à ce que le béton soit réalcalinisé, donc c'est-à-dire que le pH du béton soit redevenu protecteur. L'avantage, qui était en fait vraiment notre objectif sur cet auvent, c'était qu'on peut se limiter en termes de réparation à réparer uniquement les bétons qui ont éclaté ou qui ne sont plus adhérents, sans devoir aller chercher plus loin une armature saine, enfin ce qu'on fait dans un type de réparation plus classique ou qui est en réalité plus destructeur pour les bétons. Et le deuxième avantage, c'est qu'au final, le béton n'est plus carbonaté. Donc, en fait, en théorie, on revient à une situation idéale qui est la situation de départ. Le désavantage, c'est que c'est finalement assez peu utilisé en Belgique. Donc, les entrepreneurs ont assez peu d'expertise, si je peux dire, ou en tout cas de retour sur ce type de technique, et que ce qu'on appelle la pulpe, l'imprégnation, l'élément alcalin qui fait partie qui est appliqué sur le treillis, en fait, laisse des traces sur le béton. Donc ici, ça n'aurait pas été un problème puisque l'idée était de remettre une peinture sur l'ensemble, mais pour d'autres cas patrimoniaux, ça peut avoir un problème esthétique. Donc, ça, c'est ce qui était prévu au cahier des charges. Traitement biocide, nettoyage, auscultation, nettoyage à l'eau sous pression, enfin, en fonction des types de béton. Les réparations au mortier, de réparation classique, enfin, structurelle R4. Et puis, la réalcalinisation des bétons, la protection à l'aide d'un coating et une étanchéité liquide sur la face supérieure. Dans les faits, au moment où on a commencé le chantier, l'entreprise, qui était l'entreprise Renotech, a demandé à pouvoir proposer une variante parce qu'en réalité, ils avaient moins d'expertise en réalcalinisation et qu'ils estimaient qu'il y avait une technique qui était plus adaptée parce que l'efficacité de la technique est plus contrôlable dans le temps et qu'elle ne nécessitait des interventions que par le dessus, qui était le fait d'intégrer des anodes sacrificielles par le dessus de l'auvent. Donc en fait, les anodes sacrificielles, c'est des petits éléments comme ça qu'on insère donc, dans le béton, qu'on va connecter aux armatures et qui permettent en réalité que si un jour on a de nouveau ce phénomène de carbonatation qui a lieu et qu'un élément doit se dégrader, ce sera plutôt l'anode qui va se sacrifier. C'est pour ça qu'on l'appelle sacrificielle, parce qu'elle est d'un métal moins noble que les armatures. Et on va voir ici que, donc, en partie inférieure qui est plus épaisse, on a intégré ces anodes. Et dans les parties où le béton ne faisait que moins de 5 cm d'épaisseur, on a appliqué en fait des bandes de zinc en surface, tout ça étant connecté aux armatures. Et en plus de ça, je parlais de contrôle sur l'efficacité à long terme. En fait, il y a une unité de contrôle qui est placée, qui permet de contrôler en permanence, on va dire, enfin en tout cas
assez fréquemment l'état de dégradation de ces anodes et donc de voir s'il faut les remplacer. Donc, au-dessus de ça, on a appliqué l'étanchéité liquide. Et donc, finalement, c'est une technique qui a permis, en effet, d'être très peu interventionniste au niveau des décors en sous-face et de tout faire par le dessus. Là, c'est pour vous montrer qu'on a aussi appliqué des techniques de réparation un peu différentes au niveau des bétons lavés, donc en intégrant des granulats et en lavant le béton directement. Et ça, c'est pour vous montrer les tests de couleurs qui ont été faits au niveau de l'auvent. Donc voilà, ça c'est le résultat juste après. Voilà. Donc le deuxième cas que je vais vous présenter, donc c'est le mémorial aux martyrs juifs à Anderlecht. Donc ça, on part sur un tout autre objet, on va dire. Donc le mémorial, il date, donc il a été, il y a eu un appel à concours qui a été fait et c'est l'architecte montois André Godard qui a gagné le droit de faire le mémorial. Donc on est sur une période de construction 68-70. Donc on voit qu'il a prévu, en tout cas, ça c'est la maquette du concours. On voit qu'on était sur une étoile de David vue de haut, dont les bords sont des voiles en béton. Et il partait sur un contraste assez simple, blanc-noir, entre les bétons prévus en blanc et le sol en briques et les plaques commémoratives qui sont sur les murs, sur lesquelles sont repris tous les noms des déportés et qui sont en granit noir lissé. Donc voilà, donc là on est sur l'état au début de notre mission qui a commencé en 2009, je pense. Donc on voit que les bétons étaient... Bon, c'est évidemment un mémorial qui a reçu pas mal de déprédations, etc. Donc, outre les dommages dus à ce genre d'agression, avait simplement les agressions du temps. Donc, on observait des éclatements d'armature. Les plaques étaient posées sur des cornières métalliques qui avaient rouillé. Et il y avait quelques réparations un peu malheureuses qui avaient été faites au niveau des dalles en béton. Des joints en silicone, etc. L'entrepreneur qui a fait le chantier, c'est Rebéton. Et le maître d'ouvrage, c'était la Fondation pour le mémorial aux martyrs juifs. Et la personne qui a suivi le chantier avec nous, c'était Isidore Zielonka, qui était associé du bureau Artenbild et qui avait pris la casquette de maître d'ouvrage pour ce chantier. Donc, pendant les études préliminaires, on a fait des sondages qui ont permis de déterminer l'état des bétons derrière les plaques en granit. Donc, on n'a pas volontairement cassé la plaque, elle était déjà cassée. C'est pour ça qu'on a décidé de démonter celle-là. Et alors, on a démonté quelques petits éléments de sol pour voir l'état par en dessous et accéder au caniveau, parce qu'il y a des caniveaux qui sont en dessous. Et donc, au niveau des essais sur les bétons, il y a eu des essais de nettoyage, comme à droite, et alors des essais plutôt, à ce moment-là, plus invasifs au niveau des bétons. Donc, j'ai volontairement montré cette photo-là parce qu'il faut admettre parfois quand on fait les choses un peu mal. C'est-à-dire que on avait prévu, donc on est il y a 10 ans, hein, donc on avait prévu tous les essais possibles, imaginables, en disant on a besoin de la compression, de la résistance à la compression, la carbonatation, les réactions alcali-silice, tout. Mais on n'avait pas conscience que pour faire ce genre de choses, il faut une carotte pour la compression, une carotte pour les chlorures, une carotte. Et donc on est arrivé un jour et donc le CSTC, on lui avait indiqué certaines zones où il pouvait faire les prélèvements qui étaient plus discrètes. Mais quand on est arrivé et qu'on a vu qu'il y avait autant de carottes qui avaient été faites, on était un petit peu embêtés. Et la commission des monuments et sites nous a fait la remarque également, mais c'était un peu tard. Donc ce qu'on a fait, c'est que heureusement, le CSTC avait conservé, en fait, pour certaines carottes, la face extérieure, en fait, de la carotte. Et donc on a pu, par après, venir réparer en remettant en sorte de bouchon
euh, le béton d'origine. Mais après, on verra que dans l'ensemble, les réparations donnaient assez bien. Donc, voilà. Ça, c'était pour montrer que parfois, il faut vraiment bien réfléchir à ce qui est nécessaire en termes d'études préliminaires. Voilà. Donc au niveau du chantier, les armatures ont été dégagées, traitées. Et alors, ce qui est un peu particulier dans ce chantier, c'est qu'on a fait appel, l'entreprise Rebéton a fait appel à un spécialiste pour effectuer des patines en fait sur les bétons. Parce que comme c'était pas prévu, parce que c'était pas le concept architectural de remettre une peinture minérale sur l'ensemble ou un coating, il fallait qu'on n'ait pas un effet patchwork trop important. D'où l'idée de faire les réparations au mortier structurel en profondeur et de venir tenter de faire des patines en partie extérieure. Donc là, on voit la réparation. Je vous ai dit, il y avait des réparations un peu malheureuses qui avaient été faites dans le temps. Donc là, on voit par exemple la réparation qui avait été faite en début de chantier. Et donc ça, c'est le résultat après la réparation et l'application de la patine. Donc ça donnait en tout cas assez bien. Ça, c'est au niveau des dalles en béton lavé. Donc là aussi, réparation un peu malheureuse. Et ici, en ajoutant des granulats et en lavant le béton au moment même. Et une autre intervention qu'on a faite en accord avec les monuments et sites, c'était, étant donné qu'il y avait beaucoup de mousse en fait en tête de mur et qu'on voulait garantir une certaine protection, même l'infiltration d'eau, on a mis en œuvre un micro-mortier teinté dans la masse au niveau des parties supérieures des murs. Ici, en fait, on est vraiment allé voir par au-dessus, mais en fait, quand on voit de loin, on le voit à peine. Donc, finalement, c'était pas mal. Et alors, moi, je terminerai sur ce bâtiment-là en vous montrant des photos 2013-2018, parce que je trouve que c'est assez parlant. On a essayé, en fait, sur ce bâtiment, de limiter les interventions à dire on nettoie et on répare aux endroits où on a un problème d'enrobage, des armatures corrodées. Mais on voit que finalement, dans le temps, en 5 ans, il y a un encrassement qui est inévitable des bétons. Et donc, je pense que le côté entretien régulier, nettoyage régulier, à une période où on est de plus en plus habitué à faire des dossiers d'intervention ultérieure à conseiller au maître d'ouvrage, finalement, ici, on voit qu'un nettoyage tous les 5 ans ne serait pas du luxe. Et ça permet aussi de voir s'il y a des zones de réparation qui ont mal tenu. Donc, c'est assez... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on est sur des bétons assez rugueux, dans le sens où tous les voiles ont été faits avec des voliges coffrés avec des voliges en bois. C'était volontaire. Les dalles en béton avec ces granulats apparents ont aussi une grande rugosité. Et donc, tous les éléments qui sont fort rugueux et fort exposés aux intempéries vivent assez mal dans le temps l'encrassement. Ici, par contre, les petites zones où on a fait donc ces réparations avec la patine, outre le fait que évidemment la patine est moins poreuse que le béton qui a déjà vécu un certain nombre d'années, ça tient un petit peu mieux. Là, j'ai trouvé une photo pendant le chantier où on avait démonté toutes les dalles et puis on voit après elles sont remontées. L'encrassement est assez impressionnant. On voit ici une zone qui est assez protégée des intempéries face à celle-ci ou inversement, enfin peu importe. Elles ne sont pas du tout exposées pareil et pourtant on est 5 ans après, on a vraiment une différence de couleur significative. Donc voilà. Donc, le troisième et dernier exemple, c'est les galeries funéraires du cimetière de Molenbeek. Architecte Riesman et Janssens, donc à Molenbeek, cimetière communal, une période de construction assez large. Je reviendrai sur les phases de construction après parce que ça a une importance.
l'entrepreneur, dans ce cas-ci, c'est Deneys. Donc ça, c'est l'état avant chantier. Et alors ici, donc, ce fameux schéma des phases de construction. Donc, c'est le cimetière de Molenbeek, c'est assez atypique. On a une galerie en fait extérieure ici et une galerie couverte ici. Mais donc dans un cimetière, c'est assez atypique. C'était à l'époque l'idée de gagner de la place, de mettre 6 niveaux de niches de tombes pour gagner de la place. Et donc, il y a une première partie qui a été construite de 1880 à 1903, je pense. Et à partir de la coupole, donc ici, on est en 1904-1905. Et puis, pour terminer au final, en 1911. Donc, on est sur des bétons d'avant la Première Guerre. Donc, c'est en tout cas assez important d'un point de vue patrimonial. Donc au niveau des sondages, ici on est dans un exemple où on a été très limité d'un point de vue budgétaire par la considération budgétaire du maître d'ouvrage pour les études préliminaires qui ont été faites. Donc on a fait faire quelques carottages dans les différentes phases de construction, mais pas énormément. Et comme au-dessus de ces galeries couvertes, on est sur une toiture plate, l'idée aussi c'était de ne pas percer l'étanchéité, donc de faire des carottes par le dessous. Et la coupole, que je n'aborderai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, elle a juste été inspectée par Nacelle, mais de toute façon elle était couverte de lierre, donc c'est quand même assez difficile d'y voir quoi que ce soit. Donc là aussi, il y a un contraste entre ce qu'on a prévu dans le cahier des charges et ce qu'on a réellement fait sur le chantier. On avait prévu une réalcalinisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai déjà expliqué avant. On pensait que les armatures étaient continues. On pensait que le béton n'était pas poreux. Et on trouvait que c'était une bonne technique pour garder un maximum de matière, puisque là aussi, ici, l'idée, c'était de garder un maximum de ce béton témoin d'avant la Première Guerre. Et puis, on avait prévu un enduit couleur pierre de France, un enduit plus une peinture couleur pierre de France, comme à l'origine. Donc, tout ça, normalement, devait coller avec les conditions pour la réalcanisation. Mais dans les faits, au début du chantier, on a commencé et on a dit maintenant on fait vraiment une campagne plus systématique par période de construction sur toute l'épaisseur. Et l'entreprise a très vite vu qu'en fait, on avait des bétons qui étaient beaucoup plus poreux que ce qu'on croyait, que les armatures étaient beaucoup plus dégradées que ce qu'on pensait. Du coup, la continuité des armatures, c'était par des zones beaucoup trop petites, beaucoup de nids de gravier, enfin, etc. Et donc, on s'est rendu compte que la réalcalisation n'était pas possible. Et en plus, quand on calculait les dalles avec la résistance à la compression du béton de l'époque, on avait déjà du mal à comprendre comment ça tenait. Donc finalement, on s'est orienté vers une technique de béton projeté. Alors, on a dû étançonner les dalles pour travailler par zone. Je vais plutôt le montrer en photo, je crois que ça ira plus. Voilà. Donc, on a étançonné les dalles pour travailler par zone. Ensuite, décapage jusqu'au béton sain. Et alors, jusqu'au béton sain, il y a des endroits où on a dû décaper jusqu'en dessous du béton de pente. Donc, en fait, tout le béton structurel, quasiment. Mais le béton de pente, heureusement, était en bon état. Donc, celui-là, on a pu le garder. On a donc enlevé toutes les armatures où on n'avait quasiment plus de sections résistantes. Et ensuite, on a fait préparation de surface, donc nettoyage pour faire tomber tout ce qui ne tenait pas, une couche d'adhérence, le traitement des armatures, et certaines armatures ont été renouvelées. Donc on voit ici, ça c'est l'armature crénelée, et ça c'est l'armature lisse ancienne, et qui ont été connectés à l'aide de manchons spéciaux de petites dimensions. Voilà. Et alors, ensuite, on projette le béton. Et le béton projeté, ici, il a été projeté par couche de 4 cm. Donc ça, c'est, on va dire, la première étape. Et ça, c'est après plusieurs projections.
là, on se dit, le résultat, c'est pas génial, mais en fait, il y a une finition talochée qui a été faite par après. Et alors, on a intégré des joints de dilatation qui n'existaient pas et qui avaient rajouté certains problèmes de fissuration dans les dalles. Donc là, on a cassé le béton dans certaines zones, on a intégré le joint, coffré par en dessous et recoulé localement du béton. Et donc voilà, donc finalement, on a fait une finition talochée et puis un enduit et la peinture couleur pierre de France qui a permis donc de restaurer assez bien ces bétons. Et donc malheureusement, on a essayé vraiment de limiter l'enlèvement, on va dire, du béton d'origine, mais comme il avait en fait finalement très mal vécu dans le temps, on a dû un peu sacrifier, mais voilà, les monuments et sites étaient là pendant toute la durée du chantier. Ils ont suivi, ils ont donné leur accord, bien entendu. Voilà, ça c'est le résultat final. Et donc, je dirais que s'il y a des choses à retenir de ces 3 exemples, c'est premièrement l'importance des études préliminaires et de, si possible, insister auprès des maîtres d'ouvrage pour leur dire c'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres, de faire les études préliminaires nécessaires pour bien comprendre la situation. Et la deuxième chose à retenir, c'est que si on veut conserver un maximum de béton, il existe des techniques différentes, mais qui vont dépendre de l'état du béton, de la porosité, la résistivité, la continuité des armatures. Et donc, il y a ça et il y a le fait que le savoir-faire, on va dire, des entrepreneurs, s'ils proposent une solution alternative qui paraît réalisable, on préfère quand même que l'entrepreneur fasse ce qu'il a l'habitude de faire et que ce soit bien fait, pour autant qu'on ait un résultat identique au minimum, et qu'il y a même des techniques finalement comme les anodes sacrificielles, où on a une plus grande capacité à contrôler dans le temps l'efficacité de la technique. Et voilà, je pense que c'est principalement ça. Et oui, non, l'entretien, comme je disais, l'entretien assez régulier finalement qu'on peut peut-être arriver à imposer ou à suggérer pour ce type de bâtiments patrimoniaux. Voilà.